Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous ce soir, très nombreux. Je suis ravie de vous présenter ce troisième webinaire dans notre série où on répond à vos questions. Et le webinaire de ce soir, on va parler des achats immobiliers au Royaume-Uni, parce que c'est un problème qui touche beaucoup de gens. Donc, pour faire ça, on a Paul, notre colistier, et notre deuxième colistier, Mehdi, qui vont se présenter maintenant à vous. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire sur le Q&A ou sur le chat. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Mais comme on a fait jusqu'à présent, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup dans le passé, on va répondre à toutes les questions individuellement et puis on postera les réponses avec le lien du webinaire. Donc, pas de problème. Ne vous inquiétez pas si on n'arrive pas à vos réponses, mais on va essayer de répondre au maximum aujourd'hui. Paul, je te laisse parler. Bonsoir à tous, je suis Paul Boursican, je vis à Londres depuis 8 ans avec ma famille. Je suis un ancien conseiller du commerce extérieur de la France auprès du ministre du Commerce extérieur, où je m'occupais du développement international des entreprises et je suis aussi spécialiste de l'investissement immobilier et je suis heureux d'en parler avec vous ce soir. Mehdi. Bonsoir, je m'appelle Mehdi. Je suis arrivé il y a 8 ans également. Je viens de Saint-Étienne. J'ai travaillé dans l'export toute ma vie et je suis ici entrepreneur, un entrepreneur social. Je développe avec mon équipe des méthodes qui peuvent aider les personnes qui vivent avec Alzheimer dans les maisons de retraite. J'habite dans le Kent et je suis arrivé célibataire ici et je vais me marier l'année prochaine. Félicitations. Merci. Et je suis là parce que j'ai acheté une maison au mois d'août. Donc, j'ai un petit peu d'expérience fraîche à partager avec vous. Alors, la slide suivante, en fait, on vous propose avec Mehdi de structurer notre présentation en 2 parties. De l'ordre de 30 minutes pendant laquelle nous vous présenterons des réponses, en tout cas des informations sur les questions les plus posées par les Français qui arrivent ou qui sont basés au Royaume-Uni. Vous les voyez, comment trouver des appartements ou des maisons, qui sont les intervenants, le système de propriété qui est un peu complexe, freehold, leasehold, le processus de vente qui est différent du processus français, le financement immobilier et comment réaliser des travaux, ou en tout cas, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on veut faire des travaux. La deuxième partie sera, si vous êtes d'accord, réservée aux questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà, pendant la présentation, par le chat, nous communiquer vos questions et nous essaierons d'en répondre au maximum dans la deuxième partie, sachant que vous êtes très nombreux ce soir. Alors, première partie, déjà, comment trouver des produits lorsqu'on est à Londres, comment accéder aux opportunités. Alors, il y a un élément important dans le marché immobilier au Royaume-Uni, c'est la transparence. Car on a accès à beaucoup d'informations auxquelles nous n'aurions pas accès en France, par exemple. Vous avez accès, par exemple, au prix d'acquisition du vendeur. Vous pouvez savoir à combien il l'a acheté. Vous pouvez même voir l'historique du marketing de l'appartement. C'est-à-dire que s'il est à vendre depuis 4 jours, vous le voyez. S'il est à vendre depuis 8 mois et que le prix a été baissé tous les 2 mois, vous le voyez également. Donc, c'est important parce que ça peut vous montrer la psychologie et la position du vendeur. De la même manière, cette transparence permet, avec les boroughs, les services de l'urbanisme, d'accéder aux informations sur tous les biens. Vous voulez acheter une maison, vous voulez savoir si un permis de construire a été déposé, vous allez sur le site Internet du borough et vous avez accès à ces informations. Ça peut être utile. Je donne un exemple. Vous achetez une maison, il y a une installation de climatisation sur le toit, vous vous demandez si elle est dans les règles. En 2 clics, vous pouvez voir s'il y a une demande faite auprès du borough pour ce sujet. Alors, l'accès aux produits, il y a également une très grande efficacité sur le marché immobilier du Royaume-Uni, c'est qu'il y a plusieurs sites qui recensent l'intégralité ou la quasi-intégralité des produits sur le marché. Donc, si vous cherchez un 2 bedrooms à Fulham, vous irez sur ces sites et vous verrez toutes les offres avec les coordonnées du broker, de l'agent immobilier en charge, mais vous pouvez même le faire par rue.
Vous êtes à Cambridge, vous voulez habiter près d'une école, vous inscrivez sur ces sites la rue et on vous montre l'intégralité des biens à vendre, ou s'il y en a, bien sûr ou pas, dans ce secteur. Les informations montreront également des distances par rapport au transport. Ça ne sera pas à la française au pied du métro, ça sera précisément avec le nombre de mètres carrés par rapport au bus ou au métro, s'il y en a, bien sûr. Alors, les points à vérifier lorsque vous discutez sur une opportunité, alors, les références du marché. Il y a une base centralisée de tous les biens qui ont été vendus au Royaume-Uni. Donc, les agents immobiliers ont accès à cela. Il est toujours très utile de ne pas être timide et de leur demander d'imprimer les références du marché dans le secteur depuis, par exemple, 1 an. En France, on vous dirait ah ben, le marché est à 7 000 € du mètre. Bon. Là, vous pouvez avoir de manière factuelle l'adresse, la taille, le prix des biens qui ont été vendus autour de chez vous, autour du bien que vous visez. Donc ça, c'est très utile. Ça, autre élément important, qui serait la même chose en France, mais il est important de demander le montant des charges, car que vous achetiez pour votre résidence principale ou dans le cadre d'un investissement locatif, comme un buy-to-let, évidemment, les charges peuvent varier. Elles peuvent aller de 400 pour un two-bedrooms, de 400 pounds par an à 5000 pounds par an selon les prestations, s'il y a un gardien, s'il y a des espaces verts. Donc, c'est important parce que dans votre calcul financier, il faut l'intégrer. Également demander, et ça c'est dans tous les pays du monde, quels sont les travaux structurels qui ont été réalisés dans l'immeuble ou dans la maison dans le passé et ceux qui sont projetés. Ravalement de façade, reprise de la toiture, entretien des parties communes. Encore des frais qu'il faut pouvoir provisionner, car on a malheureusement des exemples où les gens achètent et puis 4 ans après, il y a la facture du ravalement qui arrive et ils ne l'avaient pas appréhendé dans leur budget. Donc tout est dans la préparation et le niveau d'information et de transparence au Royaume-Uni permet d'accéder à ces informations. Un dernier tips, le bruit du métro. Alors à Cambridge ou dans des villes moins importantes, ça ne s'appliquera pas, mais à Londres, par exemple, dans des secteurs comme Bayswater, Lancaster Gate ou même Paddington, on entend, lorsqu'on est au ground floor et même parfois au first floor, on peut entendre le métro. Il est possible d'écrire sur le site d'information de TfL, Transport for London, en disant que vous êtes sur le point d'acheter un appartement et vous inquiétez du bruit, ils vous enverront le plan des rails, donc des tracks, et ils vous diront précisément à quelle profondeur ils sont et s'il peut y avoir un risque de bruit. J'ai une anecdote amusante. En visitant un ground floor, un lower ground floor, l'agent immobilier avait allumé les télés et il y avait un fond musical. C'était très élégant, mais lorsque je lui ai demandé de l'éteindre, ce qu'il n'avait pas voulu faire, j'ai réalisé qu'on entendait le métro toutes les 2 minutes. Donc, c'est important lorsqu'on fait des acquisitions aussi importantes. Alors, je passe sur les intervenants du marché. Alors, dans l'ordre, il y a des similitudes avec le marché français, mais de grandes différences. Alors, pardonnez-moi, je vais commencer par le solliciteur. Le solliciteur, c'est le notaire. Il n'y a pas de notaire au Royaume-Uni lorsque vous achetez. Vous passez par un avocat qui est un solliciteur. Vous avez le vôtre, le vendeur a le sien. Et comme un notaire, ils feront l'intégralité de la vérification de la documentation. Là, le titre de propriété, etc. Donc, ce solliciteur sera votre conseil. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en France, on a l'habitude cérémoniale de rencontrer le vendeur chez le notaire, de se parler et de signer. Tout est digital ici, c'est-à-dire que sauf si vous le demandez, normalement, vous ne rencontrez pas physiquement le vendeur. Vous donnerez, lorsque votre solliciteur vous dira que sa vérification documentaire est pour lui positive, vous lui enverrez les fonds, il vous demandera par email votre accord pour payer,
et vous deviendrez propriétaire. Les fonds seront donc versés par le solliciteur. Alors, le choix du solliciteur, il y en a beaucoup, bien évidemment. Je recommande vraiment le bouche à oreille, car vous pouvez en prendre dans n'importe quel endroit du Royaume-Uni pour avoir des prix moins importants, mais il est vraiment recommandé de discuter avec les gens de votre réseau pour savoir s'il était dynamique, fiable et rapide, car les délais sont très importants. Le mortgage broker, c'est également un positionnement qui montre l'efficacité du marché. Vous n'allez pas, comme vous pourriez le faire en France, aller voir une ou deux banques au coin de la rue, leur présenter un dossier, raconter votre histoire et demander quel financement ils feraient. Le mortgage broker, qui typiquement est payé par la banque prêteuse, donc vous ne le payez pas. Certains vous demanderont des honoraires, mais les grands réseaux ne vous demanderont pas d'honoraires, ont accès à une base qui met immédiatement en concurrence toutes les banques du marché. C'est-à-dire qu'il vous enverra des propositions préliminaires de conditions de prêt sur la base de vos critères. Le montant du prêt que vous choisissez, la durée, et il vous le fait en 5 minutes. Donc, vous pouvez avoir accès à cette information sans aller frapper à la porte des agences bancaires. Je le fais un peu dans le désordre, pardonnez-moi. L'agent immobilier, j'en ai parlé, payé par le vendeur typiquement. Le freeholder et leaseholder, on va y revenir dans une slide dans quelques minutes, puisque comme vous le savez, au Royaume-Uni, typiquement les maisons sont en freehold, c'est-à-dire en pleine propriété, et les appartements sont très souvent en leasehold, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire des murs de votre appartement, mais pas du terrain. Nous y reviendrons. Le bank surveyor, Mehdi, tu veux dire un mot sur le bank surveyor? Le bank surveyor, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, parce que d'abord, au moment où ça se fait, vous n'êtes pas propriétaire du bien. C'est quelqu'un qui est envoyé par la banque alors que vous avez fait votre offre, c'est quelque chose qu'on verra aussi plus tard, et qui va venir évaluer le bien pour voir et dire à la banque, oui, ça vaut le coup d'investir, ou non, ce n'est pas une maison qui va prendre assez d'argent ou qui pourrait même de valeur ou qui pourrait même en perdre, et du coup donner un avis favorable ou défavorable. C'est quelque chose qui se fait soit physiquement, alors que l'occupant précédent est dans la maison, ou c'est quelque chose qui peut aussi se faire parfois en ligne. D'accord. Le dernier intervenant dont on voudrait vous parler, pour moi, il est très important. Il n'est pas obligatoire. C'est un building surveyor, c'est-à-dire que lorsque vous analysez, lorsque vous avez agréé le prix, vous faites un audit technique. Alors, ça peut, selon la taille du bien, être un coût de 500 à peut-être même 1500 pounds, mais c'est très important parce que déjà, en tant que Français, on est dans un marché que nous ne connaissons pas parfaitement. Et si vous voulez, cet expert vérifiera la conformité. Il y a beaucoup de certificats, ils sont au Royaume-Uni, il vérifiera la conformité du gaz, de l'électricité, de la sécurité incendie, point important, il vous donnera son opinion sur la construction. Et c'est vraiment un élément essentiel. Je connais des Français qui ne l'ont pas fait, et lorsqu'ils ont voulu revendre, ils ont été très embêtés, ils ont dû détruire une cuisine parce qu'elle n'était pas aux normes de sécurité, et s'ils avaient fait cet audit initial, eh bien ça ne serait pas arrivé, ils n'auraient peut-être pas acheté l'appartement. Donc une vraie recommandation, faites cette dépense pendant votre audit du building surveyor. Voilà pour les intervenants. Je voulais rajouter mon expérience personnelle qui est, donc j'habite dans le Kent, et il y a beaucoup de pression autour de Londres sur les espaces disponibles pour la construction de nouveaux logements. Du coup, le gouvernement met beaucoup de pression sur les councils, sur les villes, et dans mon cas personnel, je me suis retrouvé, on a su le mois dernier qu'il y a une application qui a été, un permis qui est demandé pour construire 400 maisons dans le champ juste en face de chez nous. Et c'est quelque chose qu'on ne savait pas et que les diagnostics et que les surveils auraient dû mettre à jour. Donc,
on a formé une association avec nos voisins pour faire un challenge légal auprès de la ville pour soit ça ne se fasse pas, soit qu'au moins tous les délais soient respectés. Mais c'est pour vous dire de faire attention à ce point en question et qui est c'est quelque chose qui est assez récent et assez actuel aux alentours de Londres. Alors, je désobéis à notre organisation, mais parce qu'on fait les questions à la fin, mais je vois quel est le coût moyen d'un solliciteur. Mehdi, je ne sais pas combien coûtait le tien, mais c'est variable. En fait, un exemple, sur un appartement londonien, disons un two bedrooms à nouveau, si vous interrogez un solliciteur basé dans le Surrey ou autour de Londres, il vous prendra 2000 pounds. Si vous voulez prendre une star de la City, mais qui ira peut-être probablement plus vite au niveau des délais, ça peut monter à 4500 pounds. Ça, on parle de chiffres hors TVA. Et attention, le coût du solicitor n'est pas les stamp duty, hein, ce ne sont pas les frais d'acte, c'est le coût de la prestation de votre sollicitor. Donc voilà là, une fourchette très générale. Alors le freehold contre le leasehold. Alors, c'est un sujet que nous allons qu'on va survoler parce qu'on reste des généralistes sur des problématiques communes aux gens dont je vais vous parler plus des concepts, et car chaque cas est vraiment particulier. Donc le concept, comme je vous disais, il est simple. Hein. La freehold, c'est la pleine propriété. Typiquement, ce sont les maisons. Et le leasehold, c'est, comment dirais-je, vous êtes propriétaire des murs de votre appart, mais pas du terrain, du foncier. En fait, historiquement, cela vient des grands propriétaires, des grandes familles qui, lorsqu'ils ont construit des immeubles, ont voulu garder le terrain et garder le contrôle du terrain. Donc, le leasehold a une durée qui est déterminée. Chaque leasehold a une durée différente. Elles sont typiquement de l'ordre de 120, 150 ans. Il existe des leaseholds de 990 ans. Souvent, les promoteurs font des leaseholds de très grande durée. Par exemple, si vous voulez acheter un appartement neuf, vous n'en trouverez pas en freehold, ça sera toujours en leasehold. Donc, le nerf de la guerre sur le leasehold, c'est la durée. Parce qu'effectivement, les agents immobiliers vous disent, quand il vous reste 100, 120 ans, il n'y a pas de décote. Je dirais à 120 ans, vous êtes à 120 ans, la valeur du bien est quasi équivalente, c'est 99% la valeur d'un freehold. Il n'y a pas de décote par rapport au fait que le leasehold a une durée limitée. Lorsque vous descendez, qu'il vous reste 90 ans, ça devient plus tendu. Je dirais que c'est 95% de la valeur marché. Et lorsque vous redescendez dans 70-80 ans, là, c'est pas bon parce que il faut intégrer le coût d'un renouvellement, je vais y revenir, et surtout, c'est peu liquide parce que l'acheteur n'arrivera pas à avoir de prêt. Alors, il faut savoir que la plupart des leaseholds, vous avez le droit de prolonger le bail pour avoir à nouveau une pleine valeur, c'est-à-dire quand vous êtes à 120 temps de remaining, qui reste, pardonnez-moi, si vous êtes tranquille, quand vous arrivez à 10 ans plus tard à 100, vous allez voir votre leaseholder et vous dites je voudrais qu'on me remette 90 ans au compteur. C'est une négociation. Chaque cas est particulier, donc c'est difficile, c'est même impossible de rentrer dans le détail. Et les clauses de renouvellement sont différentes selon les contrats. Mais le principe, c'est qu'il y a un rachat des droits. Donc, souvent, on entend des exemples de gens qui regardent un leasehold, il est de 120 ans, ça leur paraît court, et ils demandent comment on fait pour avoir 250 ans. Et ils disent, dans ce cas-là, il faut faire un chèque au leaseholder, qui varie selon l'emplacement, hein, bien sûr, de l'appartement et sa taille, pour pouvoir étendre cette durée. Alors, un mot, Mehdi, sur le shared ownership, peut-être, car c'est un cas un peu particulier. Oui, donc le shared ownership, c'est un cadre légal qui permet à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent d'accéder et de mettre un pied sur l'échelle de propriété, comme on dit en anglais. Donc, le principe, c'est que vous achetez un bien en partie. Vous achetez entre 25% et 75% du bien.
Donc, la partie que vous avez achetée, vous devez aller voir une banque, aller voir un mortgage broker et avoir un prêt. Donc, chaque mois, vous payez un prêt sur les 25 à 75%. Donc, si vous achetez 75% de l'appartement, il y a 25% ou de la maison, il y a 25% que vous ne possédez pas et que vous louez. Et chaque mois, vous devrez payer votre loyer. Donc, vous avez deux sorties d'argent chaque mois. Vous avez le remboursement du prêt sur la partie que vous possédez et le loyer sur la partie que vous louez. Vous le louez à ce qu'on appelle une housing association, donc c'est un office HLM. Et le principe, c'est que si vous possédez 75% au début ou 25% au début, vous pouvez, au fil des années, acheter les parts qui vous manquent pour augmenter votre part propre et diminuer votre loyer. Donc, il faut savoir que le loyer, il augmente. Donc, quand vous achetez en 2020, la part de loyer que vous payez sur vos 25%, elle est de temps. En 2025, elle sera augmentée. Alors, c'est quand même des loyers qui sont modérés, donc qui sont inférieurs à ce que vous paieriez si vous étiez vraiment sur le marché dans un environnement privé. Et il y a des critères de revenus, Mehdi. J'imagine qu'il y a des critères de revenus pour y accéder. Tout à fait. Il faut gagner au maximum 80 000 livres si vous résidez en dehors de Londres et 80 000 livres si vous vivez en dehors de Londres et 90 000 si vous vivez à l'intérieur de Londres. C'est que pour les gens qui sont primo-accédants, donc qui n'ont jamais acheté de propriété, ou pour des gens qui sont en train de vendre leur maison. Il y a deux possibilités. Ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des offres qui peuvent être très centrales dans les villes parce que les nouveaux développements immobiliers sont obligés d'avoir certaines fourchettes et certains pourcentages de logements doivent être disponibles en shared ownership. Et également, il y a quelque chose dont on va parler plus tard qui s'appelle le stamp duty, qui est une taxe que vous payez sur la valeur du bien immobilier que vous achetez. Quand vous êtes en shared ownership, vous n'avez pas à le payer avant que vous ne possédiez 80% du bien. Donc, ça vous permet de reculer cette grosse dépense. Bien sûr, vous pouvez aller en ligne. Il y a des gens qui, sur YouTube, font plein de vidéos qui vous permettront d'en savoir un peu plus pour cela. Mais c'est vraiment intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour arriver à investir dans l'immobilier. Alors, je te laisse la main, Mehdi, sur le processus de vente. Ah, j'aime le premier point. How deep is your pocket? Donc, how deep is your pocket? Ça, c'est la question que vous devez vous poser avant d'aller commencer à visiter des maisons ou en tous les cas avant de commencer à parler aux gens à qui vous voulez acheter la maison. C'est quelque chose qui va vous prendre pas mal de temps et c'est important de le faire avant parce qu'ici, les choses vont très, très vite. Vous pouvez complètement tomber amoureux d'un endroit, d'une maison et en quelques jours, il va partir ou vous vous rendez compte que vous êtes 150 à la vouloir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez en amont pour être prêt le jour J. Donc, pour savoir combien est-ce que vous pouvez mettre sur la table, moi, je vous conseillerais d'aller voir un mortgage broker. C'est ce qu'on a fait et ça nous a évité bien des soucis. C'est quelqu'un qu'on connaissait, c'était un ami. Donc, je reprends sur ce qu'a dit Paul, c'est des gens pour lesquels il faut avoir des recommandations d'amis ou familiales. Et ce que vous voulez, c'est donc cette personne revient vers vous avec des offres de différents prêts et d'habitude, vous conseille de prendre tel ou tel prêt et vous allez devoir donner des informations à la banque en question que vous avez choisie parce que vous êtes intéressé par leur offre pour que eux vous donnent non pas vous vous engagez pas sur un prêt tout de suite, mais ce que la banque va vous dire, c'est OK, potentiellement, on est intéressé par votre dossier. Et ça s'appelle un mortgage in principle, donc un agrément en principe. Une fois que vous avez votre agrément en principe, ça vous rend complètement sérieux par rapport aux potentiels vendeurs.
Donc, c'est un agrément qui est valable de 30 jours à 90 jours. Et ça vous permet d'aller visiter les maisons. Et une fois que vous savez la maison que vous voulez acheter ou l'appartement, vous faites une offre. Donc, on dit offer ou on dit bid. Et le principe, évidemment, c'est de faire une offre moins importante que le prix qui est demandé, mais vous ne pouvez pas aller trop bas parce que souvent la demande est assez forte. Donc, si vous voulez que votre offre soit considérée comme sérieuse, il faut arriver à trouver une offre qui permette à votre candidature d'être retenue. Si vous n'avez aucune idée de l'offre, vous pouvez toujours vous demander à l'agent immobilier qui vend le bien. Bon, évidemment, lui ou elle, son avantage, c'est que le prix soit le plus élevé, mais c'est quelqu'un qui peut quand même vous conseiller. Une fois que votre offre est acceptée par le vendeur, donc le prix était 100 000, vous avez demandé 90 000, ils vous ont dit 95, vous avez dit OK à 95, donc l'offre est acceptée. Mais là, vous n'avez aucun engagement contractuel. Les deux parties peuvent se retirer du deal. Donc, vous pouvez demander potentiellement au vendeur de retirer la maison du marché, donc take the house off the market. Mais même si vous demandez ça, s'il y a quelqu'un qui arrive demain et qui dit « moi, je t'en donne 105 000 » et si le vendeur accepte, donc vous avez perdu et vous ne pouvez rien récupérer. Nous, on avait une offre qui a été acceptée, quelqu'un est passé derrière, ils ont mis 25 000 de plus et la maison est partie comme ça. Donc, ça peut être un peu le Far West. Une fois que vous avez votre offre acceptée, du coup, vu cette incertitude, votre intérêt, c'est d'aller vite et de confirmer cette offre et d'acheter la maison. Donc, pour ça, il faut que vous avez en poche votre mortgage in principle. Donc, s'il est encore valable, très bien. Vous devez le confirmer auprès de la banque. S'il est plus valable, il faut refaire les démarches pour en avoir un nouveau qui est valable et que la banque confirme donc ce qu'on appelle une formal offer. Donc, c'est la confirmation de l'offre du prêt immobilier. Et pour que la banque elle fasse ça, donc elle va regarder à nouveau vos documents et puis elle va envoyer ce fameux bank surveyor qui va confirmer à la banque que la maison vaut bien le coup d'être achetée. Une fois que vous avez votre formal offer, vous devez aussi, parallèlement, aller voir le solliciteur et le surveyor pour qu'eux fassent toutes les démarches en question. Donc, l'un et l'autre vont faire ces fameux diagnostics. Donc, votre surveilleur à vous, c'est quelqu'un qui va regarder la maison, comme a dit Paul, est-ce que l'électricité, ça va? Est-ce qu'il y a de l'amiante? Est-ce qu'il y a eu des affaissements? Quand est-ce que les derniers travaux ont eu? Le cadastre. Et le solliciteur, c'est plus tout ce qui est l'environnement, donc est-ce qu'il y a du radon, le risque d'inondation, et vous devez récupérer donc tous ces diagnostics. Et vous devez également faire assurer la maison. Même si vous ne la possédez pas, vous devez la faire assurer. Et ensuite, quand vous avez tout ça, vous êtes vraiment un candidat très, très sérieux à l'acquisition de la maison et vous demandez à votre solliciteur qu'il s'accorde avec le solliciteur du vendeur pour une date de ce qu'on appelle la completion date, l'échange des clés. Une fois que vous avez cette date et la date approchant, vous allez transférer le deposit, le dépôt, quoi. L'argent que vous devez donner à la banque, la part. Le 10%. Exactement. Vous envoyez ça au solliciteur et ensuite, donc lui, il va se charger de transférer à la banque et c'est le moment pour vous de signer les contrats. Comme disait Paul, il n'y a pas de rencontre physique. Vous signez les contrats et une fois que vous avez signé les contrats, c'est là que vous êtes légalement engagé. Précédemment, vous ne l'étiez pas. Mehdi, il y a une question en fait spécifique sur le timing de ces événements. Donc, moi, je dirais, si tu es d'accord, l'offre est acceptée, il y a typiquement une période de 4 à 6 semaines, surtout si on a un prêt à demander, à confirmer avant d'arriver à l'exchange, où on est, entre guillemets, en risque.
Et ensuite, entre l'exchange et la completion, ça peut même être immédiat parfois. Tout à fait, ouais, ça peut tout à fait être immédiat. Ouais. Donc, c'est à peu près ça, je dirais 6 semaines. Donc, c'est la norme. Ça dépend aussi vraiment si votre vendeur est pressé. Et ça dépend aussi, je ne sais pas si on va en parler du type de chains, des chaînes. Oui, si tu veux, bien sûr. C'est que le principe ici, c'est que, et c'est aussi ce qui peut vous rendre très attractif auprès d'un vendeur, c'est que si vous êtes dans une chaîne ou si vous n'êtes pas dans une chaîne, et votre vendeur peut être dans une chaîne ou pas dans une chaîne. Donc, si moi, j'ai de l'argent, je n'ai pas de maison, je louais, j'ai décidé d'acheter, j'ai mon prêt, je suis prêt. Donc, je ne suis pas dans une chaîne parce que je n'ai pas une maison à vendre derrière moi. Et si mon vendeur est dans la même position, eux, ils ont leur maison à vendre et ils ont une nouvelle maison à acheter qui est une maison neuve, par exemple. Donc, ils ne sont pas dépendants de la vente de cette maison. Donc, on est tous les deux, on n'est pas dans une chaîne. Donc, on est vraiment libre. Et si moi, j'ai une maison que je dois vendre pour pouvoir acheter la maison d'après, et que cette maison d'après, pour être vendue, il faut que le vendeur achète une maison à quelqu'un qui habite encore dedans. Vous voyez, on est chacun dans une sorte de chaîne parce qu'on dépend d'autres personnes. Et là, il y a des risques parce que si quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas qui est dans cette chaîne ne peut plus poursuivre et doit arrêter la transaction, vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez plus vendre votre propre maison ou vous ne pouvez plus acheter la maison d'en face. Donc, c'est beaucoup de casse-tête, de soucis. Et si jamais vous n'êtes pas dans une chaîne, ce qui est souvent le cas des primo-accédants, vous avez un profil d'autant plus intéressant pour les vendeurs. Je propose de passer à la slide suivante. Alors, le financement immobilier. Alors, le financement immobilier est assez différent du financement immobilier en France. Comme on l'a expliqué, je ne reviens pas dessus. Ah, pardon. Là, voilà. Nous y voilà. Le rôle des mortgage brokers, nous l'avons expliqué, ils sont les pivots pour accéder à ces financements. Alors, la norme ici, ce sont les taux variables. C'est-à-dire qu'en France, les taux sont extrêmement compétitifs, c'est-à-dire que selon le profil de l'acheteur, on peut avoir des prêts avec des taux fixes sur 20 ans d'entre 1 et 2,5. Il faut savoir qu'en Angleterre, les taux sont plus élevés, mais surtout qu'il y a peu d'amortissement. C'est comme en Suisse, c'est-à-dire que votre banque vous proposera des taux variables sur des durées courtes. Si vous voulez un taux fixe, ils ne vous feront des offres que sur des périodes courtes, c'est-à-dire 2 ans, 5 ans, 10 ans grand maximum, et c'est plutôt 5 ans. Et la structure des prêts est typiquement in fine, c'est-à-dire que ce n'est pas un prêt amortissable. C'est également la norme, c'est-à-dire, pour bien comprendre, quand vous faites un prêt amortissable en France de 15 ans, vous remboursez chaque mois une quote-part du capital et des intérêts, ce qui fait qu'à la fin du prêt, vous êtes intégralement propriétaire, vous avez tout remboursé. Le principe du in fine, vous ne remboursez que les intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortissement du capital. Alors, le bon côté des choses, c'est que la mensualité est très faible, mais lorsque les 5 ans sont passés, vous devez vous refinancer ou alors rembourser le prêt. Il faut savoir que c'est le sport national, c'est vraiment un monde capitaliste, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir la flexibilité de renégocier. Donc, c'est le sport national, tous les 5 ans, ils vont voir leur banque ou leur mortgage brokers en disant « Est-ce que je ne peux pas avoir un meilleur taux ailleurs ?» Ils ne renouvellent pas leur financement chez la première banque et ils vont chez une deuxième. Donc, c'est pareil avec les assurances ici, mais le principe, c'est prêt in fine sur des durées courtes. Pour donner un exemple, si vous voulez emprunter 400 000 pounds sur 5 ans avec un taux fixe, sans amortir le capital, c'est-à-dire juste les intérêts, ça vous coûtera environ 2% par an. Donc, ça vous coûtera 8 000 pounds par an, ce qui n'est pas beaucoup, comparativement à 400 000.
pendant la durée du prêt, mais n'oubliez pas qu'il faut rembourser les 400 000 ou les refinancer derrière. Donc, quelque part, vous vous soumettez au risque de taux dans 5 ans. Alors, très rapidement, pardon, non, on va parler du credit score, Mehdi, parce que je pense que c'est important. Moi, je suis arrivé ici il y a donc 8 ans. J'avais peu d'argent. Je suis venu avec juste un peu d'argent et j'ai commencé ma boîte ici. L'année 6, je suis allé voir ma banque, que j'ai eu pratiquement la même depuis le début, et j'ai demandé pour une carte de crédit. Je ne m'étais jamais intéressé à mon credit score. Le credit score, c'est un principe qui peut être dérangeant, mais chaque personne dans ce pays a un score qui montre, plus il est élevé, plus ça montre que vous avez non seulement les moyens, mais que vous êtes quelqu'un qui peut emprunter de l'argent, mais qui paye régulièrement. Donc, quelqu'un de sûr, donc quelqu'un auquel les banques prêtent facilement. C'est quelque chose qui peut être affecté par plein de choses. Si, par exemple, vous ne payez pas votre loyer ou si vous êtes défaillant pour un paiement de crédit à la consommation, si d'un seul coup, vous prenez 10 cartes de crédit et que tout ça, ça a un impact. Donc, c'est vraiment une analyse de plein de facteurs. Donc, moi, l'année 6, j'ai été voir ma banque et je n'avais jamais demandé de carte de crédit. J'étais toujours sur ma carte de débit et j'ai demandé une carte de crédit qui m'a été refusée. Et comme je savais que j'allais acheter et que j'étais conscient de mon credit score, j'ai voulu l'améliorer. Et donc, la première chose que je conseille à tout le monde, c'est de prendre, vous pouvez trouver ça sur Internet, j'ai pris une carte de crédit dans un des grands magasins britanniques. Et au début, on m'a donné 200 livres, je crois, sur cette carte de crédit. Et du coup, chaque mois, je prenais entre 10 et 20%. Donc, j'achetais des 2-3 courses avec cette carte de crédit seulement. Et après, donc, j'avais mis en place un virement automatique qui me permettait à la fin du mois de virer cet argent que j'avais emprunté sur ma carte de crédit. Je le repayais depuis mon compte courant. Et chaque mois, je recevais une lettre qui me disait « Mehdi, vous avez maintenant 400 €, 400 livres, vous avez 800, vous avez… » Donc, chaque mois, je faisais en sorte de payer un tout petit peu sur cette carte, entre 10 et 20% du crédit qui m'était autorisé. Et ça m'a permis d'améliorer mon credit score. Après, j'ai eu mon prêt immobilier, donc c'est quelque chose qui n'était plus ma priorité. Et sur Internet, vous pouvez également trouver des gens qui vont vous donner des détails précis comment faire. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en ligne et que je me suis inscrit sur un des sites qui vous donne votre score. Et du coup, en allant dans le détail de votre score, vous arrivez à savoir pourquoi est-ce que vous êtes si bas, en ce qui me concernait, et comment est-ce que j'arrive à augmenter. Donc, par exemple, être inscrit sur les listes électorales, même si je l'étais, mais eux ne le savaient pas. Donc, il fallait que je leur prouve que je l'étais, et ça me permettait d'augmenter mon score. Alors, j'enchaîne parce que je suis conscient du timing. Je parlais tout à l'heure des prêts sur des durées courtes. Il y a une exception quand même. Il y a certaines banques françaises, il n'y en a pas beaucoup, mais qui offrent des prêts à la française, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous proposeront des prêts amortissables sur des longues durées, avec des taux qui ne sont pas les taux français, mais qui sont tout à fait sérieux et acceptables. Il est possible que ces banques vous demandent de laisser un petit peu d'argent chez eux en placement afin d'avoir une relation client véritable, mais des banques françaises peuvent faire des prêts à 15 ans avec des taux fixes. L'assurance d'essai invalidité, je passe rapidement, mais c'est un point important. Vous savez, en France, elle est quasi obligatoire. Ici, ils ne vous la demandent pas. Encore une fois, capitalisme, l'individu est responsable, c'est son choix. L'assurance des invalidités a évidemment une grande valeur, puisque si un événement critique arrive, le prêt est remboursé. A contrario, si vous avez des problèmes de santé, ça vous permet quand même d'emprunter, alors qu'en France, on pourrait soit ne pas vous le permettre, soit vous faire un coût prohibitif de cette assurance. Donc, elle n'est pas obligatoire. Les délais, on en a parlé tout à l'heure. Pour un financement, je dirais 4 bonnes semaines pour le mettre de manière définitive.
et le shared ownership, je crois qu'on en a parlé. On en a parlé, oui. Est-ce que je me trompe, Mehdi? Non, on en a parlé. Très bien. Je passe. Alors, oui, je vois la question. Pouvez-vous nous donner une liste de ces banques françaises? Pardonnez-nous, mais dans la définition de la SFE, le premier terme, c'est l'indépendance. Et en fait, ne vous citerons pas ce soir de banques françaises ni des conseils de solliciteurs. Ce sont des grands acteurs, si je peux dire, mais nous ne donnons pas de nom, nous ne faisons pas de recommandations. Nous restons des généralistes. Mais ce ne sera pas difficile à trouver par le bouche à oreille. Alors, le dernier point avant d'arriver à la session des questions, les travaux. Alors, Mehdi, je te laisse démarrer la slide si tu veux bien. Alors, ici, ce qu'on appelle les planning permissions, c'est si vous voulez faire des travaux dans une maison, vous devez, pas tous les travaux, par exemple, si vous voulez poser un abri de jardin, vous le faites, mais si vous voulez construire un garage dans votre jardin, si vous voulez transformer votre garage en habitation, si vous voulez relever votre toit, ce qui se fait souvent ici, donc il y a des limites légales à ce que vous pouvez faire sans demander la permission, mais si vous devez demander la permission, c'est ce qu'on appelle une planning permission, et vous devez la demander au council, et ça vous sera donné ou ça vous sera refusé. Le deuxième point concerne les listed buildings. Donc, c'est le terme britannique pour les monuments historiques. Donc, sans rentrer dans les détails également, si vous achetez un monument historique, évidemment, vous n'attendez pas à pouvoir faire tout ce que vous voulez aussi facilement que vous étiez dans une maison qui vient d'être construite, une maison ancienne, mais sans intérêt historique particulier. Il vous faudra, même pour changer vos fenêtres, il vous faudra possiblement l'accord du National Trust qui gère les listed buildings. Donc, vous avez des grades qui vous indiquent quel est le degré de fermeté des modifications que vous pouvez apporter au bien. Merci Mehdi. Alors, je reviens sur les recommandations. La gestion des contrats. Alors, le principe contractuel avec un builder, je suis au regret de dire qu'il est du même niveau en France qu'en Angleterre. Il faut vraiment se couvrir parce que tout peut arriver. Donc, une recommandation, c'est de prendre un architecte, soit pour uniquement négocier le scope of work, c'est-à-dire le détail des travaux, parce que c'est quand même très technique, on va rentrer dans des spécificités techniques que l'on ne maîtrise pas a priori, soit même superviser la durée des travaux. Si vous voulez, les points clés qui sont le scope of works, et effectivement le sport national du builder anglais ou français, c'est qu'il n'est pas clair, et donc quand vous dites je veux 25 prises dans la maison, il dit ah mais mon budget était pour 5 prises, donc c'est un coût additionnel, et il y a un coût additionnel tous les 48 heures. Donc avec un architecte, vous n'aurez pas ça, il rentrera dans le détail, ça vous coûtera son coût de conseil, mais honnêtement, et ça en vaut la peine. D'abord, il vous fera probablement des plans, mais surtout, il vous permettra de bien maîtriser le scope of works, le timing également, car on peut mettre des clauses d'indemnisation en cas de retard. Les modalités de paiement, l'avantage de l'architecte, c'est, vous savez, c'est comme en France, il fait une attestation à chaque étape des travaux, et en d'autres termes, on ne paye pas d'échéance du coût du travaux tant qu'on n'a pas l'attestation de l'architecte qui dise « nous sommes bien à ce stade, vous pouvez payer ». Si vous êtes en direct avec le builder, ça peut être parfois un peu compliqué. Également, c'est les garanties liées au contrat. Et sachez que pour les recours, bon, évidemment, comme toujours, un mauvais arrangement est toujours mieux qu'un mauvais procès. Donc d'abord, discuter avec le builder, trouver une solution. Il existe également ce qu'on appelle le Small Claims Court, qui permet de régler un litige sans avocat, où on construit soi-même ses preuves. Mais évidemment, l'idée, si vous êtes encadré par un architecte, vous éviterez normalement ces soucis et ces risques. Alors,
Excusez-moi, là, je crois qu'on a fini sur nos différents points. Et je vous propose il y a beaucoup de questions. Alors, pendant que Mehdi parlait, j'en ai noté quelques-unes. Si vous permettez, je rentre dans le vif du sujet. Alors, là, je vois la dernière, elle est simple. Les cash buyers ont-ils un avantage par rapport aux mortgage buyers et peuvent-ils bénéficier d'un plus grand pouvoir de négociation du prix? Complètement. Complètement. J'ai toujours été étonné à Londres où les agents vous disent « Est-ce que vous êtes un cash buyer ?» Comme si 95% des acheteurs ne prenaient pas de prêt. En France, je pense qu'on prend souvent des prêts quand on achète. Mais pour répondre à votre question, bien évidemment, et je pense que cet avantage est significatif. Parce que dans le monde actuel, je crois que les cash buyers, ils ont été significativement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc oui, très grande force de frappe. Je vois que sur les critères de prêt, on me demande, et pardonnez-moi, j'ai oublié de le dire, quels sont les critères typiques, les critères financiers pour obtenir un prêt. Alors, si c'est pour votre maison principale, le ratio est typiquement 5 fois les revenus bruts avant impôt, bonus inclus. Donc, si vous gagnez 50 000 pounds et que votre femme gagne 50 000 pounds, ça vous fait 100 000 de revenus, vous pouvez emprunter 500 000. Si c'est pour faire du buy-to-let, c'est-à-dire du locatif, on vous demandera un apport de 25% du prix hors droit. Je vois la question parler du stamp duty. Alors les stamp duty, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité puisque pour dynamiser le marché post-Covid, je ne sais pas si on est post-Covid, en tout cas, dans le monde du Covid actuel, il y a une franchise, le segment entre 0 et 500 000 pounds du prix, et il n'y a aucun stamp duty. Les stamp duty sont les frais d'acte, hein, bien évidemment. Et ça, c'est jusqu'à fin juin. Et de mémoire, à partir du 1er juillet jusqu'à fin octobre, la tranche de prix est entre 0 et 250 000 pounds, est exonérée de stamp duty. Alors typiquement, les stamp duty, je dirais, sont de 6-7%. Il faut faire attention parce qu'il y a une nuance. Si vous êtes déjà propriétaire d'un bien immobilier, on vous fera une augmentation de 3% de ces frais. Donc vous pouvez vous retrouver à 8-9% de frais si c'est de votre seconde propriété. Ils sont élevés, mais c'est la réalité du marché. Alors, excusez-moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'accès des informations au niveau du Local Authority. Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information? En fait, toutes les autorisations qui nécessitent un accord de la mairie, de la ville. Donc, si quelqu'un a voulu mettre un skydome, normalement, vous le voyez, vous avez cette information. Pareil pour la clim. S'il y avait une restructuration, s'il fallait faire un basement, bon, en général, faire un basement sans autorisation, faut être sportif, mais effectivement, c'est l'historique de toutes les autorisations, et de mémoire, ça remonte à 15-20 ans. C'est comme si vous aviez accès online, et c'est comment dirais-je, public. Donc, si vous voulez savoir si la maison d'en face, vous rentrez l'adresse sur le borough, vous voyez son historique. Pardon Mehdi, hein, j'enchaîne. Comment verrouiller la vente, puisqu'il n'y a pas de compromis de vente avant l'exchange? Comme Mehdi l'a dit, il y a des petites manips en disant on vous demande une exclusivité, mais la réalité, c'est que juridiquement, le vendeur peut changer de monture et vous laisser tomber. Alors, ce qui se fait, c'est effectivement dans la lettre d'offre, surtout si vous êtes un cash buyer, vous dites « je demande à ce que vous m'accordiez une exclusivité et vous n'acceptiez pas d'autres offres ». Ce qui est assez efficace, c'est que vous demandez à l'agent d'enlever toute parution de la maison sur les sites internet que nous avons cités au début. Parce que typiquement, pendant 8 semaines, il y a marqué « under offer », ce qui veut dire « ah, si vous faites une bid supérieure, vous pouvez l'avoir ». Ce qu'il faut faire, c'est lui demander de l'enlever gentiment, et normalement, il le fait. À quel moment intervient le building surveyor? Je crois que on l'avait dit, c'est lorsqu'on a agréé le prix, qu'on lance, c'est avant exchange, c'est-à-dire avant que vous soyez loqué sur le deal.
et que vous lancez votre financement et que votre solliciteur travaille. Et si bien je peux sûr, rajouter, j'en si prie. jamais le building surveyor se rend compte que le toit est à refaire, par exemple, alors, et que ça coûte 25 000 livres, vous pouvez aller voir le vendeur et dire, il y a ça à faire, vous ne nous aviez pas dit que le toit est à refaire, donc vous enlevez 25 000 du prix de la maison. Absolument. Et le building surveyor, il faut vraiment le faire passer dès le début, parce que s'il voit un problème, vous n'avez pas envie que le solliciteur à 3 000 pounds ait commencé à faire tout le boulot. Donc, il faut le faire passer tout de suite, tout de suite. Je vois que Mathilde est déjà là pour le mot de la fin, donc nous sommes sous pression. Une question, pourquoi est-ce que 120 ans est court pour un leasehold? Alors, moi, je suis un petit peu exagéré sur le sujet, mais j'ai peut-être un peu exagéré. Les agents immobiliers ou les acteurs du marché pensent que ce n'est pas court, 120 ans de période restant sur la durée d'un leasehold. Mais si on se projette, si vous faites un prêt de 15 à 20 ans, ça veut dire que vous passez à 100 ans de remaining. Et comme la zone rouge est à 80, je dirais 120, ça va, mais 100 ans, moi, je trouve que c'est serré. C'est une opinion personnelle, hein. Mais n'oubliez pas que si vous allez jusqu'au bout du prêt, ben, la cloque tourne. Excusez-moi. Alors, Je pardon, vais juste préciser sur, il y a une question qui m'a été posée, je n'ai pas été assez précis sur la carte de crédit que j'ai eue qui m'a permis d'améliorer mon score. J'ai dit que c'était une store card. Donc, en fait, je ne peux pas donner des noms, mais il y a des grands supermarchés dans ce pays. Et je suis allé, donc ces grands supermarchés ont aussi des banques et proposent des cartes de crédit en leur nom. Et c'est une de ces grandes chaînes de supermarchés que je suis allé voir et auprès de qui j'ai pris une carte de crédit. J'avais un plafond mensuel de dépenses que je pouvais faire et je dépensais entre 10 et 20% de ce plafond, ce qui m'a permis de voir ce plafond s'améliorer chaque mois. Je vois deux petites questions, pardonnez-moi, je vois deux questions rapides et intéressantes. Il n'est pas, ça arrive tout à fait d'avoir un leasehold de 990 ans. Absolument. Mais c'est en général souvent quand c'est une promotion récente ou je demande pardon. Lorsque c'est une promotion récente et que le promoteur a donné il y a 10 ou il y a 20 ans cette durée. En général, sur un lieu, sur un bien, je demande pardon. Voilà. Je demande pardon. Je n'arrive plus à l'arrêter. Et la deuxième question que je voudrais vous parler, c'est le stamp duty holiday a-t-il fait augmenter les prix de vente? Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, déjà, il faut, et ça, je voudrais prendre un peu de recul là-dessus sans faire la publicité du marché anglais. Il faut comprendre que depuis 2015, il y a eu deux effets de ciseaux. Le premier, c'est le Brexit, qui, je dirais, a fait baisser les prix de l'ordre de 20-25%. À telle enseigne que les prix prime parisiens sont désormais très proches des prix prime anglais, ce qui n'a jamais été le cas historiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si, comme des Français en général, vous changez vos euros pour le pound, si vous avez acheté en 2015, vous avez perdu deux fois, parce que les prix ont baissé, et ensuite parce que aujourd'hui le taux de change, même si la pound avec la vaccination reprend du poil de la bête, vous êtes encore à des niveaux extrêmement attractifs. Donc, si vous voulez, change plus Brexit, quelque part, vous achetez à 30, voire 40% en dessous de ce que vous auriez fait en 2015. Donc ça, déjà, c'est un premier fait. Le deuxième, oui, c'est vrai qu'il y a un regain d'activité grâce à l'exonération des frais d'acte, mais entre nous, on est quand même dans un marché où les gens n'ont pas de visibilité sur leur emploi, et même des gens qui étaient dans des entreprises depuis très longtemps. Donc je considère qu'il n'y a pas de surenchère. Très clairement, les vendeurs sont sous pression et les acheteurs sont en bonne position. Donc, pour moi, ce n'est pas une réelle menace, le fait qu'il y ait sur les prix, le fait qu'il y ait une exemption temporaire des frais d'acte. C'est juste pour tenir le marché que le gouvernement britannique a fait ça. Alors,
si vous en êtes d'accord, parce qu'effectivement, ce soir, comme disait Mathilde, nous avons un nombre de questions extrêmement important et certaines très intéressantes, la majorité est très intéressante. Ce que nous vous proposons, c'est que de toute façon, nous répondrons à toutes vos questions. Nous les traiterons avec toute l'équipe de la SFE UK. Et je vous propose de laisser le mot de la fin à Mathilde, notre chef de liste, tête de liste, afin de clore cette session qui, j'espère, vous a intéressé. Je te passe la parole, Mathilde. Alors, merci Paul, merci Mehdi. Ça a été vraiment très clair et très, très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, comme toujours. Écoutez, merci à tous de vous être rejoints à nous pour ce webinaire ce soir. J'espère que tout le monde a appris quelque chose aussi. Comme l'a dit Paul, nous allons répondre à toutes les questions indépendamment. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions encore maintenant et puis plus tard sur le site Facebook sans hésiter. Et puis, demain midi, heure française, les votes ouvrent par Internet et seront ouverts jusqu'à mercredi, heure midi, à nouveau parisienne. Donc, voilà, n'oubliez pas d'aller voter. Hein, ça, c'est très important. On est tous citoyens français et c'est très important de faire porter notre parole. Voilà. Donc, sur ce mot de la fin, merci à vous et puis merci à nos co-listiers pour leur aide précieuse ce soir. Merci et bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. Merci, au revoir.